Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le module Géorisque pour les étudiants S6 des sciences de la Terre et de l'Univers. Continuons avec les paramètres des géorisques et commençons par la vulnérabilité. Ce terme exprime le niveau de conséquences prévisible d'un phénomène sur les enjeux. Les conséquences de la manifestation extrême d'un allié sont diverses et peuvent se traduire par des préjudices corporels, c'est-à-dire des décès ou des blessures, des dommages matériels et structurels, des perturbations fonctionnelles. L'importance des dégâts est liée en premier lieu à la connaissance ou à la méconnaissance des amplitudes que peuvent atteindre les manifestations extrêmes des phénomènes naturels et aux interventions pour s'en protéger. Le niveau des dégâts peut être accentué à cause de vulnérabilités locales. Géographiques, là c'est selon le phénomène mis en cause. Au niveau des zones côtières, pour les tsunamis et les tempêtes marines, donc plus on s'éloigne des zones côtières, moins on est exposé. Au niveau des montagnes, pour les instabilités de terrain, les glissements de terrain, les éboulements, les écoulements torrentiels, donc là, il y a des zones de susceptibilité grandes ou faibles selon qu'on est proche ou loin de la zone du phénomène dangereux. Au voisinage des fleuves sur les plaines, pour les inondations, etc., etc. Donc des vulnérabilités d'ordre géologique selon la nature lithologique du terrain ou bien la tectonique du terrain. Des zones faillées peuvent être sièges de tremblements de terre. Des voisinages de volcans. Le volcanisme est un phénomène naturel qui peut être catastrophique pour la population. La nature lithologique, surtout les propriétés géotechniques pour la stabilité du terrain. D'ordre financier et économique, lorsqu'on a une concentration de l'économie d'un pays dans une zone exposée, et dans ce cas, l'économie de tout le pays est menacée. D'ordre démographique, la concentration de personnes en agglomération de plus en plus étendue peut conduire à des catastrophes et à des sinistres. Les catégories de personnes sont aussi des vulnérabilités selon donc la personne, si c'est un homme, une femme ou bien un enfant, leur comportement vis-à-vis des phénomènes dangereux diffère, et beaucoup d'autres vulnérabilités d'ordre technique, d'ordre culturel, etc., etc. Tout autant que le phénomène naturel, des facteurs humains et sociaux peuvent contribuer à la minimisation et ou à l'aggravation des dégâts. L'objectif est de diminuer donc la vulnérabilité et d'assurer une protection plus importante pour les divers enjeux exposés à l'aléa naturel. La vulnérabilité peut donc être diminuée et la protection améliorée si les décideurs s'intéressent à l'évaluation de l'aléa et mettent en place des mesures et des précautions d'aménagement et de prévention des manifestations extrêmes des aléas identifiés qui en minimiseraient les effets. La probabilité de rencontre entre la manifestation extrême d'un aléa avec des enjeux qui présentent une certaine vulnérabilité constitue ce qu'on appelle un risque naturel. Le risque naturel. Alors, reprenons l'exemple de la falaise avec l'aléa naturel qui est donc des chutes de pierres et de blocs. Lorsque des enjeux viennent s'exposer à la manifestation extrême de cet aléa, c'est-à-dire à des chutes de blocs de plusieurs centaines de tonnes, cela devient un risque qui pourrait probablement provoquer une catastrophe naturelle et un désastre. Cela pourrait se passer dans tous les endroits où il y a cette configuration, comme ce qui s'est passé au Caire le 7-9-2008, où des blocs énormes de plusieurs centaines de mètres cubes de roches et pesant des milliers de tonnes se sont détachés de la falaise à l'aube alors que la population est encore au lit et se sont écrasés sur plusieurs habitations faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Cela est valable pour tous les types d'aléas naturels. Le risque naturel est la probabilité de rencontre entre une manifestation extrême, dommageable d'un aléa et des enjeux qui présentent une certaine vulnérabilité. C'est une expression qui ne qualifie pas nécessairement le phénomène destructeur lui-même, mais plutôt la menace qu'il présente pour une population donnée. Il répond au concept probabiliste développé par les scientifiques qui ont défini le risque comme une espérance mathématique de dommages possibles.
C'est donc une probabilité des dégâts humains et matériels qui peuvent survenir et menacer d'affecter une population par un désastre. La protection de la population nécessite donc l'évaluation de ce risque. Quand on souhaite évaluer un risque, cette définition implique la connaissance d'une suite statistique d'événements historiques ou pour le moins une estimation approchée des diverses probabilités supposées pour le calcul et la prévention du risque. Le risque naturel peut être qualifié de majeur quand l'occurrence d'une rencontre entre la manifestation extrême d'un aléa s'avère destructrice et être à l'origine d'une catastrophe naturelle aux dégâts humains et matériels très lourds. Le développement durable d'un pays ne peut se faire sans tenir compte des risques naturels auxquels le pays est exposé. Il convient donc de les évaluer, de les cartographier et d'intervenir pour en atténuer les dégâts. L'étude et la cartographie du risque naturel. L'évaluation et la cartographie du risque naturel doivent être précédées par celle des trois composantes de l'ALIA. La composante spatiale, qui est la susceptibilité et la prédisposition à l'occurrence de la manifestation extrême. L'évaluation et la cartographie de la susceptibilité de la zone doit être basée sur l'étude de la variabilité des facteurs qui contrôlent l'ALIA. Il s'agit de collecter toutes les informations locales sur les facteurs de prédisposition aux manifestations extrêmes. La magnitude ou l'intensité qui est à rechercher dans l'intensité des événements historiques de l'ALIA, la cartographie des magnitudes atteintes et des dégâts occasionnés lors des précédentes manifestations au cours de l'histoire de la région donne une idée sur l'ampleur que peut atteindre les événements futurs. La composante temporelle ou l'étude de la prédiction et de la probabilité d'occurrence dans le temps en se basant sur la cyclicité et la périodicité des facteurs causaux du phénomène ou sur le cumul des degrés déclenchant des manifestations extrêmes de l'ALIA et des facteurs prédisposants. L'évaluation de la vulnérabilité par une étude systématique et cartographique des enjeux, ce sont les éléments exposés qui peuvent subir les dommages corporels, structurels ou des perturbations fonctionnelles, en fonction donc de l'intensité des phénomènes dommageables et élaborer une cartographie précise de la méconnaissance de la population ou bien de sa vigilance vis-à-vis de ce risque. C'est la rencontre entre ces deux éléments, manifestation extrême de l'ALIA et les enjeux présentant une certaine vulnérabilité qu'on qualifie de risque naturel et qui pourrait occasionner des catastrophes naturelles. Classification des risques naturels. Alors, on classe les risques naturels selon l'importance des dégâts matériels et humains prévisibles et selon la fréquence de l'occurrence de la manifestation extrême. L'ingénieur nucléaire britannique Farmer a réalisé une courbe décroissante qui met en relation la fréquence et la gravité des événements. Les plus fréquents sont les moins graves et inversement. La courbe de Farmer montre l'équilibre entre les pertes et les dégâts que peut subir la population avec les bénéfices qu'elle peut en tirer, tout en restant exposée au risque. Un risque est défini comme acceptable lorsqu'on consent on accepte de vivre avec en contrepartie d'un bénéfice et dans la mesure où il est contrôlé. Cependant, cette relation inverse n'est pas universelle. La courbe de Farmer s'appuie sur le retour d'expérience et les séries statistiques qui permettent d'établir les dommages passés. Elle permet donc de différencier les risques quotidiens des risques catastrophiques majeurs. Elle contribue aussi à justifier la nécessité d'y faire face par des traitements pour en diminuer l'ampleur des dégâts. On distingue donc dans cette courbe de Farmer trois domaines. Le domaine 1, c'est des événements à fréquence très élevée et de faible gravité qui sont typiquement du risque individuel, des victimes rares, des dégâts matériels, des blessés passés. Domaine du milieu ou bien domaine 2, des événements à fréquence moyenne et de gravité, plusieurs décès et blessés mais on reste dans l'ordre du risque individuel. Domaine 3, événements à fréquence faible et d'extrême gravité. On inclut dans cette dernière catégorie le risque majeur, événements naturels exceptionnels touchant des centaines ou des milliers de personnes et faisant des centaines ou des milliers de victimes, et des dégâts matériels très importants comme les séismes, les tsunamis et les volcans. La gestion des risques naturels. La majorité des manifestations extrêmes des aléas sont des phénomènes répétitifs, mais comme il est difficile de connaître le moment où ils se manifesteront, la prévention des risques et la protection des populations nécessitent que des mesures collectives et des mesures individuelles soient prises. Donc, déterminons ce que c'est la prévision, la prévention, la diminution
la vulnérabilité et la gestion du risque en général. La prévision. La prévision concerne la connaissance du moment de déclenchement des manifestations extrêmes des phénomènes naturels. Pour certains aléas, ce moment est prévisible sur un laps de temps plus ou moins long, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. En se basant sur des signes précurseurs, les facteurs qui déclenchent ces manifestations peuvent être surveillés, comme la météo pour les précipitations et les inondations, aussi pour les glissements de terrain, les multiplications alarmantes des fissures et l'orientation en ce qui concerne les chutes de pans, de falaises ou de blocs, les séismes pour les zones de subduction en ce qui concerne les tsunamis, les instruments de mesure des radars, des sismographes en ce qui concerne les volcans. Le déclenchement de certaines manifestations extrêmes sont totalement imprévisibles. Il est impossible de connaître le moment du déclenchement. Ils surviennent à l'improviste, comme les séismes, comme les inondations par rupture de digues ou de barrages, les éboulements et les écroulements ou bien les effondrements lorsque les ruptures qui les provoquent sont invisibles. Les interventions pour minimiser les dégâts dans ce cas se limitent à la gestion de la crise liée à la catastrophe après que ça se produit. La prévention, du verbe prévoir. Cela concerne donc la préparation de la protection contre les manifestations extrêmes des aléas. Dans tous les cas de risques naturels, la population et les autorités connaissent le risque qui les menace, puisque les manifestations extrêmes des aléas sont généralement répétitives et se sont déjà produites dans le passé. La prévention consiste en des mesures collectives ou individuelles qui doivent être prises pour se protéger. Des études doivent être menées pour la compréhension du phénomène. Il est donc nécessaire pour les hommes qui ont déjà subi ces phénomènes de bien les étudier pour se prémunir des mesures qui permettent de contrecarrer leurs impacts dommageables sur la population dans le futur. La population doit suivre une préparation et une formation mentale et physique sur le comportement à adopter et sur les démarches à faire en cas de crise. C'est la vulnérabilité la plus importante à combattre pour éviter la panique, qui est la cause principale de l'aggravation des conséquences désastreuses de la manifestation extrême d'un aléa. Une réduction de la vulnérabilité par des aménagements protecteurs doivent être apportés, comme les constructions selon les normes parasismiques pour les séismes, l'interdiction des constructions dans les zones régulièrement soumises aux inondations et aux effondrements, l'édification de digues de protection, le renforcement des fondations, des constructions sur des substrats instables. La réduction de la vulnérabilité. Le terme utilisé pour la réduction de la vulnérabilité est la mitigation. Elle consiste à la limitation des éventuels dommages sur les enjeux et suppose notamment la formation des divers intervenants, architectes, ingénieurs en génie civil, entrepreneurs, etc., ainsi que la définition de règles de construction. Leurs applications doivent par ailleurs être garanties par un contrôle des ouvrages. Cette action sera d'autant plus efficace quand tous les acteurs concernés y seront sensibilisés. Si l'État et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, les propriétaires, locataires ou simples citoyens doivent contribuer à se protéger efficacement et diminuer leur propre vulnérabilité, car la plus importante des mesures pour réduire la vulnérabilité est la vigilance de la population et sa prise de conscience qu'elle vit sous la menace d'un risque naturel et que les individus savent ce qu'il faut faire en cas de survenue d'une manifestation extrême d'un aléa. Pour cela, il est primordial que chacun connaisse au préalable le phénomène auquel il est exposé en s'informant sur sa description, les accidents possibles et les dommages potentiels. De cette façon, on peut diminuer la vulnérabilité et être prêt à faire face à la manifestation extrême de l'aléa. Anticipation de la crise. La meilleure préparation permettant de faire face à la gravité d'une catastrophe en attendant les secours est d'anticiper la crise par la préparation d'un certain nombre d'éléments, par exemple l'élaboration d'un plan familial. Un tel plan se prépare à l'avance afin d'éviter la panique au moment de l'événement. Il est recommandé d'y faire figurer les informations sur le signal d'alerte, s'il existe un signal d'alerte par les autorités, et les consignes de sécurité, les numéros utiles, les urgences, les services de l'État, et ainsi de suite.
La préparation d'un kit avec tous les éléments nécessaires, téléphone, radio avec des piles de rechange, lampes de poche, d'eau potable, des médicaments d'urgence, des papiers importants et des vêtements de rechange et de couverture. Une réflexion préalable sur les itinéraires d'évacuation est nécessaire, ainsi que sur les lieux d'hébergement et les objets à mettre à l'abri en priorité en cas d'inondation par exemple. Organisation des secours. L'intervention efficace des services de secours se fait par les responsables des services de secours. Au Maroc, ce sont la protection civile, les eaux et forêts, et parfois aussi la gendarmerie, l'armée, la police. Alors, cette intervention, pour qu'elle soit efficace, elle nécessite une organisation solide disposant de moyens et de transport importants, des camions, des ambulances, des barques, des hélicoptères et d'un service médical avec des formations chirurgicales légères sous tente. Les secours ont pour mission la protection des personnes menacées et des zones habitées ou aménagées. Il est donc nécessaire d'effectuer une intervention rapide et efficace. Pour cela, un plan d'urgence est instauré avec une alerte et la mobilisation des moyens. L'organisation de la chaîne de secours depuis la détection jusqu'à la médicalisation. L'application des consignes de sécurité spécifiques à chaque risque. Les consignes ne sont pas les mêmes pour chacun des risques. L'évacuation des victimes vers les hôpitaux des grandes villes ou bien vers les hôpitaux des camps. Gestion des risques naturels sur le long terme. Avec les changements climatiques globaux qui se produisent à l'échelle de la planète, les aléas atmosphériques sont des notions sans cesse changeantes. Et le risque n'est jamais définitif et son appréciation varie dans le temps. Ceci soulève la difficulté de la gestion de certains risques naturels sur le long terme. Ainsi, par exemple, pour prévenir une région plus ou moins grande des risques de sécheresse ou d'inondation, les décideurs optent généralement pour la construction d'un ou de plusieurs barrages dans le but d'assurer une gestion efficace des ressources hydriques. Cependant, si les changements globaux ne sont pas pris en compte, cette gestion s'avérera bientôt inefficace. C'est ce qui se passe actuellement au Maroc, où la retenue du barrage Hassan Dakhel sur l'Oued Ziz, mise en eau en 1971, ce barrage ne se remplit qu'à un quart ou un tiers de sa capacité depuis plusieurs années consécutives. La question qui se pose est dès lors de savoir si cette situation n'est que momentanée ou si elle persistera, peut-être en s'accentuant dans les décennies voire les siècles à venir. Ce barrage ne s'est rempli dans sa totalité qu'en 2008, l'année qui a été très pluvieuse. Cette situation, au lieu de résoudre le problème de la sécheresse, l'a plutôt aggravé car le barrage empêche la recharge de la nappe phréatique en aval lors des crues périodiques de l'Oued Ziz et qui sont exploitées soit par des puits, soit par des khtaras. Dans notre cours, nous allons voir un certain nombre de risques. On va voir pour chaque risque les processus, les méthodes d'étude et les moyens de lutte contre ces risques naturels. Nous allons voir les risques liés à la géodynamique externe qui sont l'érosion des sols, les crues et les inondations, les mouvements de terrain, la sécheresse et la désertification. En ce qui concerne les risques liés à la géodynamique interne, nous allons voir les séismes et les éruptions volcaniques. Nous arrivons à la fin de cette seconde vidéo. Dans la troisième vidéo, nous attaquerons un risque naturel dont le Maroc souffre d'une façon particulièrement importante. Je vous remercie de votre attention.